C'est historique, le Maroc est devenu le premier pays africain à atteindre le dernier carré d'une Coupe du Monde après avoir sorti le Portugal. C'est maintenant les Bleus qui vont se dresser sur le chemin des Lions de l'Atlas, qui peuvent écrire un peu plus l'histoire en allant chercher leur première finale de Coupe du Monde. Après avoir parlé de Sofiane Amrabat dans la dernière analyse, on va maintenant faire un focus sur Azzedine Ounahi, indispensable de l'équipe de Regragui et qui est incontestablement l'une des grandes révélations de cette Coupe du Monde 2022. Dans cette vidéo, on va revenir sur son parcours depuis ses jeunes débuts avant de faire un focus sur son style de jeu et ses qualités et d'imaginer de quoi son avenir sera fait. D'après vous, quel serait le club idéal pour Ounahi quand il quittera Angers? J'attends vos avis dans les commentaires. On commence comme d'habitude par un point sur son parcours. Né le 19 avril 2000 à Casablanca, Azzedine Ounahi fait partie d'une famille de footballeurs. Ses deux frères jouent d'ailleurs au niveau amateur et son cousin Reda Manaoui est arrière droit au FAR Rabat. Ounahi fait ses premiers pas dans le foot dès l'âge de 5 ans dans un club du quartier d'Aïlala Meriem de Casablanca. Repéré par un recruteur qui le conseille à la direction du Raja Casablanca, il intègre le centre de formation et va parcourir les différentes catégories de jeunes. Une aventure entrecoupée par un passage de 6 mois au club Mirofoot Lissasfa, une école de foot locale qui est partenaire de l'Académie du Barça. En 2015, il rejoint la prestigieuse Académie Mohamed VI, il y passera 3 saisons avant de rejoindre le centre de formation du RC Strasbourg. Arrivé avec beaucoup d'espoir en Alsace, Ounahi n'est finalement pas conservé après ses 2 saisons avec le Racing, un gros coup dur pour un joueur qui pensait lancer sa carrière en signant son premier contrat pro avec Strasbourg. Pour se relancer, il fait le choix de signer libre à Avranches qui joue en national. Son coach de l'époque parle d'un joueur triste et renfermé à son arrivée, très marqué par la fin de son aventure à Strasbourg, mais très vite ses coéquipiers et le staff lui ont redonné confiance et l'ont bien épaulé pendant cette période compliquée. Un choix de carrière payant parce qu'il réalise une saison pleine, 28 matchs, 5 buts et une passe D. Il a beaucoup travaillé sur son style de jeu comme l'explique Frédéric Reculot, son coach à Avranches dans un entretien pour l'équipe. Alors qu'il était milieu offensif gauche et qu'il avait tendance à toujours repiquer sur son pied droit, le staff l'a fait jouer en 6 ou plus proche de l'attaquant dans un rôle axial pour qu'il développe d'autres qualités que la capacité d'élimination, une saison qui lui a permis d'élargir sa panoplie et surtout d'attirer l'œil des clubs de Ligue 1. Le 14 juillet 2021, il signe son premier contrat pro avec Angers, une belle récompense pour un joueur qui n'avait pas été conservé par Strasbourg un an plus tôt et qui a su se relever en progressant nettement. À son arrivée, il débute dans la peau d'un joueur de rotation sur les premiers matchs de championnat, mais dès le mois de novembre, son statut change dans l'esprit de Gérald Baticle. Titularisé face à Lens et Monaco, il réalise 2 matchs de très haut niveau et avait même marqué un magnifique but contre les Monégasques qui a finalement été attribué au contre son camp de Noubel. Un mois de novembre très réussi et une bonne première saison avec 32 matchs de Ligue 1, 2 buts et 2 passes D. À l'été 2022, ses performances attirent forcément les convoitises. Seulement Angers a levé la clause de prolongation pour qu'il soit lié au club jusqu'en 2026 et donc avoir la main dans le dossier. Lille a tenté sa chance mais le club angevin voulait au moins le conserver une saison supplémentaire et demandait au minimum 8 millions d'euros pour accepter de discuter. Il enchaîne donc une deuxième saison avec le SCO, indiscutable dans le 11 de Baticle. Il a joué 14 matchs depuis le début de la saison mais pourrait partir cet hiver vu ce qu'il montre en ce moment. Après avoir parlé de son parcours en club, on va s'intéresser en particulier à son parcours en sélection. En 2018, alors qu'il vient de rejoindre le centre de formation de Strasbourg, il est sélectionné avec les U20 du Maroc pour le tournoi d'Al-Qoudia. Il joue 2 matchs pendant la compétition en marquant un but. Ses bonnes performances en club attirent l'œil de Vaïd qui le sélectionne pour la CAN 2022. Il est d'ailleurs titulaire pour son premier match face au Ghana et plus tard face au Gabon, même s'il ne joue pas en 8ème et en quart. Sa carrière internationale va en tout cas connaître un gros coup d'accélérateur à partir d'un match en particulier, le barrage retour face à la RDC pour valider le ticket pour le mondial. Titulaire alors qu'il n'était pas entré au match aller, Ounahi sort un match XXL, 2 buts et une passe D pour qualifier les Lions de l'Atlas à la Coupe du Monde. Depuis, il a logiquement gagné sa place, que ce soit avec Vaïd ou avec Walid Regragui, totalement indispensable dans l'entrejeu du Maroc sur cette Coupe du Monde en formant un trio très performant avec Amrabat et Amala. Il impressionne par sa capacité à jouer vers l'avant et son abattage énorme sur le terrain. Sur son style de jeu et ses qualités justement, c'est un milieu relayeur qui a de grandes qualités offensives, il est milieu gauche de formation et comme on l'a dit un peu plus tôt, il est placé un cran plus bas à Avranches pour mettre en avant d'autres qualités et avoir un jeu un peu moins stéréotypé. Globalement, c'est un joueur qui a un gros volume de jeu, qui s'est beaucoup amélioré dans les duels et qui apporte plus de garanties à la récupération, alors qu'il est plutôt frêle sur le plan physique et qu'il hésitait un petit peu à y aller dans les duels en national. Omniprésent au milieu, très combatif et assez endurant, c'est un joueur qui fait beaucoup de courses à haute intensité et qui ne compte pas ses efforts. Sur le plan offensif, il sait se projeter vers l'avant en portant le ballon sur plusieurs mètres. En jouant un cran plus bas, il a amélioré sa vision de jeu et ça lui permet de trouver le bon décalage, la passe en profondeur après avoir fait la différence balle au pied, puisqu'il est vif et excellent dans les 1 contre 1. Il est aussi intelligent sur le plan tactique en étant capable d'être souvent bien placé. Je trouve que le trio fonctionne très bien avec Amrabat et Amala, même si c'était pas mal aussi avec Sabiri face au Canada.
Il a aussi montré de bonnes choses à la finition quand il était à Avranches, alors que c'était son point faible à son arrivée. C'est un milieu box-to-box qui est de plus en plus fiable défensivement, qui est capable d'amorcer les transitions, très bon techniquement et qui sait se montrer impactant en termes de passes clés et même à la dernière passe. C'est le profil idéal pour une équipe qui veut mettre en place un jeu assez direct et vertical. Beaucoup de qualité pour un joueur qui a comme axe de progression principal l'aspect physique pour être un peu moins frêle, même s'il compense par sa combativité et sa débauche d'énergie. Alors maintenant, à quoi s'attendre pour son avenir? La première chose, c'est que sa cote va forcément monter après une Coupe du Monde de cette qualité-là. L'ascension est en tout cas énorme pour un joueur qui n'était pas conservé par Strasbourg il y a 2 ans, qui était en national il y a encore 1 an et demi, et qui est maintenant demi-finaliste de Coupe du Monde, comme titulaire, en étant clairement l'une des grandes révélations de ce mondial au Qatar. On a parlé de l'intérêt du LOSC l'été dernier, mais son nom revient souvent dans les rumeurs mercato marseillaises. 13-0-13 et Mediafoot parlent d'un intérêt de l'OM pour Unai. On est bien d'accord pour dire que ce serait une excellente recrue. Mohamed Bachter parlait hier d'un montant compris entre 15 et 18 millions qui pourrait être demandé par le SCO l'été prochain. Après, on imagine qu'il aura des prétendants dès cet hiver. Quoi qu'il en soit, sa valeur va énormément monter et à voir si ça peut être dans les cordes de l'OM ou si des clubs étrangers vont tenter de rafler la mise. En tout cas, dans les idées de jeu de Tudor, c'est le profil idéal parce qu'il sait être impactant dans le jeu vertical. Il est bon techniquement, il est vif. Je pense que ce serait la recrue parfaite, mais à voir si Longoria passera à l'action ou si sa valeur va totalement s'envoler. Firares parle d'un intérêt de Séville qui veut se renforcer cet hiver alors qu'ils sont actuellement dans la zone de relégation. Je pense en tout cas qu'il doit jouer au niveau supérieur parce qu'il a déjà montré de très bonnes choses avec Angers, et ses derniers matchs avec la sélection marocaine ne font que renforcer cette idée-là. Angers est assuré de faire une belle plus-value après l'avoir acheté environ 3,5 millions. Strasbourg par contre peuvent s'en mordre les doigts, mais en tout cas l'ascension d'Unai est exceptionnelle. Passer de national à la Coupe du Monde en 1 an et demi, c'est une destinée incroyable. À seulement 22 ans, il a su être impactant dans les grands rendez-vous, face à la RDC pour qualifier le Maroc au mondial, des performances XXL à la Coupe du Monde, notamment contre l'Espagne et le Portugal, pour marquer l'histoire d'une nation et de tout un continent, de belles promesses déjà confirmées au très haut niveau, et un joueur qui mérite maintenant de jouer dans des clubs plus ambitieux. Le Maroc tient en tout cas un joueur qui a montré qu'il avait les épaules pour les matchs importants, face aux meilleurs joueurs du monde, un joueur qui va encore beaucoup compter à l'avenir pour les Lions de l'Atlas. Pour revenir à cette Coupe du Monde, la performance du Maroc est exceptionnelle, il y a la possibilité d'aller chercher la première finale d'une nation africaine en Coupe du Monde, même si ce sera loin d'être simple face aux Bleus, tenants du titre et qui auront à cœur d'aller chercher une deuxième finale de Coupe du Monde d'affilée, pour remporter une deuxième Coupe du Monde consécutive. On pourrait assister à un match assez animé, je pense que le Maroc peut poser des problèmes aux Bleus, mais les Bleus peuvent aussi dérouler offensivement. C'est un match difficile à pronostiquer parce que les deux équipes ont montré de très bonnes choses pendant cette Coupe du Monde. Réponse dans quelques jours, mais quoi qu'il en soit, la performance des Lions de l'Atlas dans ce Mondial 2022 est d'ores et déjà légendaire. De notre côté, on arrive à la fin de cette analyse, j'espère que ça vous a plu. D'ailleurs, si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce bleu, ça permet de soutenir la chaîne, mais aussi de vous abonner pour ne rien louper des prochaines vidéos. Je vous invite aussi à me suggérer des joueurs pour les prochains épisodes, je prendrai ça en compte. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout, écrivez Unai dans les commentaires. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, portez-vous bien et à très vite.